Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le dossier du jour. Aujourd'hui, en marge des MEDES, j'ai le plaisir de recevoir Excellence Moussa Mara, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes président du Parti du Changement au Mali, également ex-premier ministre du pays. Bienvenue à vous. Alors tout d'abord, la question primordiale qui revient et qui est aujourd'hui d'actualité parce qu'il en va de la sécurité et aussi de la stabilité de toute une région. Il s'agit bien évidemment de la question sécuritaire. Il s'agit de cette coalition G5 Sahel. Alors aujourd'hui, si vous deviez évaluer l'évolution dans cette lutte contre le terrorisme, on en est où exactement ? Aujourd'hui, pour le cas particulier de mon pays, parce que la question terroriste dans le Sahel, c'est plusieurs pays. Pour le cas particulier de mon pays, il y a des difficultés importantes à faire face aux groupes terroristes importants, les groupes terroristes d'inspiration internationale ou les groupes terroristes nationaux. Maintenant, la question du G5 Sahel est une question qui est destinée justement à aider les pays individuellement à faire face à ces groupes terroristes, notamment sur les zones frontalières, puisqu'on sait que les terroristes n'ont pas de frontières, quittent les pays pour aller dans les pays voisins, pour se sanctuariser, pour se protéger et pour ensuite s'organiser et frapper là où ils peuvent. Donc en ayant des forces sur les zones frontalières pour les empêcher de bouger, je pense qu'on pourra limiter leur capacité de nuisance. Donc c'est difficile au niveau du Mali, les forces armées sont en restructuration. Les forces de sécurité aussi sont en restructuration. Nous avons une crise interne importante. L'État est dans une position difficile. Mais nous espérons que dans les mois et les années à venir, avec d'un côté le G5 Sahel et notamment ses forces, et de l'autre côté les forces nationales, dont les forces armées maliennes, nous arriverons à faire face à ces difficultés. Alors, quand on parle justement de lutte contre le terrorisme, il y a cette question très importante que vous avez évoquée de coopération et de collaboration. Est-ce que vous pensez, selon vous, que cela peut se limiter à ces 5 pays, justement, ou ça devrait s'étendre à d'autres pays de la région pour pouvoir peut-être rassembler les forces et être une force commune? Et aussi, surtout, que quand on remarque, comme il y a une semaine, qu'il y a eu des discussions avec plusieurs représentants enfin en tout cas représentants gouvernementaux et représentants de forces armées. Est-ce que ça ne fait pas avancer les choses? C'est vrai, vous avez raison. La donne terroriste ne connaît pas de frontières, ne connaît pas de pays, ne connaît pas de zones. Vous avez souvent des décisions d'attaque qui sont prises en Libye, en Syrie, et qui se manifestent au Mali ou en France ou au Maroc ou en Espagne. Donc la question de la coopération internationale, au moins sur le plan des renseignements, sur le plan des services de sécurité, est une question indispensable. Si tous les pays ne le comprennent pas, ça va être difficile d'être efficace. Cela étant dit, la donne nationale est quand même une donne cruciale, parce que nos troupes sur le terrain sont des armées nationales. Ce que vous dites, peut-être dans quelques décennies, nous aurons des armées régionales ou voire même continentales, mais aujourd'hui nous avons des armées nationales qui doivent avoir les capacités nécessaires pour traiter les menaces sur leur territoire respectif. C'est en cela où je vous avais dit qu'il y a des difficultés importantes au Mali, puisque nous avons des forces armées et de sécurité qui sont quand même durablement affaiblies. Donc nous avons de la solidarité nécessaire, nous avons de la coopération indispensable, au moins sur le plan du renseignement, mais nous avons quand même à être opérationnels par nos forces armées, nos forces de sécurité, et que les pays, les États aient cette capacité à faire face à toute forme de menace sur leur territoire. C'est un spectre d'initiatives et d'actions qu'il faut accompagner et encourager. C'est en cela que le G5, qui est l'amorce ou l'embryon de quelque chose, est quelque chose de souhaitable qu'il faut accompagner. Il y a tout récemment eu cette aide américaine de 60 millions de dollars que la France a vu un peu d'un œil mitigé puisque ce n'est pas passé un peu par le circuit classique qui est celui d'une aide onusienne avec l'appui de la France. Comment voyez-vous ce pas américain? Est-ce que c'est une preuve que finalement l'administration Trump est là pour aider l'Afrique à surmonter ce défi du terrorisme? Je pense que l'administration Trump, comme toute administration, a des aspects pragmatiques. Quand on arrive à expliquer des situations, notamment en faisant ressortir les menaces, y compris pour ces pays, mais les menaces aussi pour
les États-Unis d'Amérique à travers leurs forces ou à travers leurs ressortissants, je pense qu'ils sont capables de comprendre. Et ce geste, bien que bilatéral, est quand même un geste. Et c'est un geste significatif. Je pense qu'il faut considérer cela comme la manifestation d'une bonne volonté, continuer les discussions pour que progressivement, on arrive à un dispositif G5 Sahel soutenu non pas par les États-Unis d'Amérique, la France, la Chine ou autres nations, mais soutenu par les Nations Unies et avec une collaboration avec les Nations Unies. Parce qu'un engagement multilatéral, c'est plus durable qu'un engagement bilatéral. Ça peut s'arrêter l'année prochaine. C'est en cela que le souhait des pays membres du G5 Sahel et le souhait de la France d'inscrire le soutien au G5 Sahel dans un cadre multilatéral est un souhait qu'il faut prendre en compte et soutenir. Mais ça commence. Les pays n'ont pas forcément l'habitude d'avoir ce genre de dispositif, ce qui peut expliquer certaines réticences, mais il faut être optimiste. En diplomatie, je pense que l'optimisme est une seconde nature et essayer d'accompagner tout cela pour que la force, à défaut d'être opérationnelle immédiatement, qu'elle puisse monter en puissance progressivement et que d'ici 2 ans, 3 ans, elle soit une réalité incontournable dans notre espace. Excellence, quand vous parlez d'aide, justement, il y a cette question qui revient souvent, c'est celle de l'utilisation de ces aides. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des programmes adéquats pour monnayer ces aides et que ces aides aillent vers des programmes qui puissent combattre le terrorisme et peut-être créer des emplois qui retiendraient cette jeunesse dans le pays déjà pour ne pas migrer et aussi de ne pas dévier vers des groupuscules ou des groupes terroristes? Là, vous avez absolument raison. Souvent, nos pays sont aidés, souvent nos régions sont aidées, mais notre capacité d'absorption n'est pas à la hauteur ou notre capacité de gestion n'offre pas toutes les garanties de transparence. Vous savez, la question de la corruption, la question des détournements de toutes sortes, ce sont des réalités dans nos pays. C'est pourquoi je pense qu'en sollicitant de l'aide, il faut que nous sachions mettre en place des dispositifs qui assurent la bonne utilisation, l'utilisation appropriée pour que les bénéficiaires ciblés puissent véritablement recevoir ces aides. Ce n'est pas toujours le cas dans nos pays, il faut vraiment le constater. Et vous avez bien mis l'accent sur la question de la jeunesse parce que quand les ressources sont fournies pour soutenir l'éducation, pour soutenir la santé, pour soutenir la culture, c'est pour renforcer les capacités de nos pays, les capacités des ressources humaines, c'est pour aller vers le développement humain qui est indispensable. Mais si ces ressources sont détournées, si ces ressources ne sont pas employées, ou si ces ressources sont utilisées à d'autres fins, ça fait toujours que les problèmes demeurent et ça risque de décourager les donateurs et ça risque finalement de maintenir les difficultés que nous constatons et donc finalement de maintenir nos pays dans les difficultés. Souvent l'aide est indispensable, mais la façon de gérer l'aide, la façon de l'orienter vers ses vraies destinations est aussi cruciale que l'aide. Alors vous êtes président du Parti du Changement au Mali, Excellence. Si justement il y avait un chantier par lequel vous commenceriez aujourd'hui, que ce soit pour créer plus d'emplois, que ce soit pour aider cette jeunesse malienne à aller de l'avant et à ne pas choisir la route de la migration pour aller chercher de l'emploi ailleurs, parce qu'in fine, c'est une question de trouver des emplois à ces jeunes. Quel est ce chantier, Excellence ? Je pense que indiscutablement, c'est le chantier du développement industriel, le développement économique fondé sur l'industrie et de l'industrie fondée sur les potentialités de nos pays, pour le cas du Mali, de l'agriculture, c'est-à-dire l'agro-industrie. Le Maroc est un bon modèle en la matière. Vous êtes un pays où l'industrie, l'agro-industrie sont durablement installées, solides et procurent des centaines de milliers d'emplois aux Marocains. Chez nous, l'industrialisation est encore rudimentaire, voire même anecdotique, alors que seules les industries peuvent générer des emplois en masse et donc répondre aux attentes des populations. Donc là, nous avons une priorité indispensable qu'il faut que nous regardions. L'autre priorité, c'est la bonne gouvernance, parce que les jeunes sont autant exaspérés par l'incapacité des États à leur donner les services dont ils ont besoin que de l'incurie de nos gouvernants, des problèmes de détournement, des problèmes de corruption, des problèmes d'incompétence de toutes sortes. Donc il faut aussi que parallèlement aux investissements pour promouvoir l'industrie et l'industrialisation, que nous fassions preuve de vertu, que nous fassions preuve d'exemplarité en matière de gestion collective, en matière de redevabilité, en matière de transparence
Et en la matière aussi, je pense que le soutien au leadership jeune dans les instances de décision, c'est aussi une bonne chose. Il faut qu'on rajeunisse la classe politique, il faut qu'on rajeunisse la classe dirigeante et qu'il faut qu'on fasse que les jeunes aujourd'hui qui sont dans la modernité, qui sont des spécialistes de nouvelles technologies, qui puissent aussi faire prévaloir ces compétences au niveau de nos centres de décision. Je pense que ça va aider nos pays et ça va améliorer les choses. Un pays comme le Mali en a grandement besoin. Et si jamais notre parti, le changement, arrive aux responsabilités, ce sont entre autres des pistes que nous privilégierons. Et j'espère vous recevoir, si en tout cas vous arrivez à cet objectif que vous êtes fixé. J'espère vous recevoir et puis on en reparlera. Je vous en fais la promesse. Merci beaucoup, Excellence. Merci bien, madame. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était le dossier du jour sur Média TV. Média TV Afrique, excellente suite des programmes sur notre antenne.